Mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs, chères étudiantes, chers étudiants, oratrices, orateurs, bienvenue à la 5e édition du concours d'éloquence de l'Université catholique de l'Ouest. Je veux dès à présent, et ce malgré son absence, saluer M. Jacquet, qui est le délégué général de la vie étudiante et secrétaire général de l'UCO, sans qui nous n'aurions pu réaliser cette soirée. Nos remerciements envers lui sont sincères et c'est grâce à lui que nous pouvons ce soir nous retrouver. Parce que la crise sanitaire n'épargne pas l'éloquence et encore moins les événements qui gravitent autour d'elle, il est utile à cet instant précis d'indiquer que seuls les orateurs et les membres du jury sont présents dans cet amphithéâtre Bazin. De surcroît, que la distanciation sociale y est respectée, que le port du masque est obligatoire, excepté pendant la prestation de l'orateur, et enfin, que du gel hydroalcoolique y est mis à disposition. Bien, cette note pour le moins morose étant désormais réalisée, il est l'heure désormais de pouvoir rentrer dans le vif du sujet et d'évoquer ensemble la raison pour laquelle nous nous retrouvons ce soir, le talent. Simplement le talent de ces 5 orateurs qui, depuis 2 semaines, travaillent sur ces sujets, sans relâche, je l'espère en tout cas, des sujets plus ou moins complexes, des sujets qui servent de l'imagination lorsque d'autres s'adonnent à l'interprétation. Parce que l'exercice du concours d'éloquence, c'est un exercice périlleux et que, de façon plus générale, la prise de parole en public n'est pas une chose aisée. Nous vous remercions d'ores et déjà de la bienveillance que vous poserez sur les orateurs et nous espérons de tout cœur que ce soir, devant vous, ils démontreront leur talent lorsqu'ils se dévoileront. Il me revient ensuite la tâche, parce que c'en est une, de présenter les membres du jury. Et je dois ici vous avouer toute ma difficulté face au prestige des membres qui le composent. En premier lieu, il me faut saluer la présence de Stéphane Grisard. Monsieur Grisard, vos casquettes sont nombreuses. Vous êtes comédien professionnel, metteur en scène, auteur de pièces de théâtre, de nouvelles, de romans, et vous êtes encore scénariste. Bien que ces casquettes sont nombreuses, laissez-moi vous dire, monsieur, que vous avez un lien particulier avec Angéloquence. Ou devrais-je plutôt dire Angéloquence a un lien particulier avec vous, un point commun. Ce point commun, c'est l'amour des mots, l'amour des lettres, l'amour de la parole, l'amour de la lettre. Et c'est précisément ce point commun qui, ce soir, vient sceller notre union, et c'est à cette occasion que l'association vous témoigne toute son admiration. Mesdames et messieurs, voici Stéphane Grisard. Ensuite, il me faut saluer la présence de Maître Togourdeau. Vous êtes avocate publiciste, inscrite au barreau d'Angers et de surcroît chargée d'enseignement du droit administratif au sein de l'université. J'aime à souligner que vous êtes également l'une des rares personnes ayant la capacité de susciter des vocations ou encore de susciter des passions par le droit public. À cet instant précis, je me remémore d'ailleurs une époque qui n'est pas si lointaine que cela, lorsque vous me permettiez de manquer, à titre exceptionnel bien entendu, l'un de vos télés en droit administratif pour participer à un concours d'éloquence organisé par l'association. La ferveur avec laquelle vous suivez l'association Angéloquence, mêlée à votre soutien sans faille, n'a fait que renforcer notre volonté de vous convier en tant que juré à cet événement. Rien ne cesse de tergiverser la réussite de cette soirée, c'est en grande partie à vous que nous la devons. Nos remerciements sont des plus sincères et laissez-moi vous dire, madame, tout le plaisir que nous avons à vous recevoir à l'occasion de cette 5e édition du concours d'éloquence au sein de l'université. Mesdames et messieurs, chères étudiantes, chers étudiants, voici Maître Togourdeau. Monsieur l'avocat général, je sais les nombreuses autres priorités que vous avez. Votre présence ici nous honore et je tiens particulièrement à réitérer toute
la fierté que l'association Angéloquence a à vous recevoir au sein de ces murs de l'amphithéâtre René Bazin. Il va sans dire que votre talent oratoire ne laisse aucune place à la controverse. Vous êtes un orateur dont la réputation n'est plus à faire. En 2015, à l'occasion d'une session d'assises, il m'a été donné la chance d'entendre l'un de vos réquisitoires. Monsieur l'avocat général, je vous mentirais. Je vous mentirais si je vous disais que, après l'avoir entendu, je n'ai pas songé, ne serait-ce que le temps d'un instant, à embrasser la magistrature. Merci pour votre présence, merci pour le temps précieux que vous nous accordez. Mesdames et messieurs, voici Monsieur Tcherkessov. Et vous, mon cher Bertrand, que dire? Vous qui avez tant l'habitude d'être flatté dans tous ces hauts lieux parisiens, tantôt au Conseil d'État, tantôt à la Cour de cassation, sans oublier ces prestigieuses soirées au Panthéon. Je pourrais ici me perdre en indiquant que vous étiez auparavant un grand timide. Qu'en 2003, vous êtes devenu le 4e secrétaire de la conférence des avocats au barreau de Paris, ou encore que les bancs d'Assas, de Sciences Po ou d'HEC n'ont plus de secret pour vous. Je pourrais poursuivre en indiquant que votre premier ouvrage, intitulé « La parole est un sport de combat », a été vendu à plus de 100 000 exemplaires. Mais non. Non, mon cher Bertrand, je ne tomberai pas dans l'écueil d'un éloge pourtant mérité, mais interminable. J'ai pourtant cherché, mais à dire vrai, il est à craindre. Il est à redouter que vous vous en lassiez. Parce que j'ai l'intime conviction que l'amitié doit prévaloir sur la flatterie. Ce que j'ai à vous offrir ce soir n'est autre que ma sincérité. L'association Angéloquence est à son apogée lorsqu'elle reçoit et qu'elle accueille en son sein celui qui est aujourd'hui la figure de l'éloquence en France. Maître incontestable de la transmission de l'art oratoire, figure souvent vénérée, il me reste, mon cher Bertrand, à vous remercier et à vous dire ô combien vous nous comblez. Mesdames et messieurs, chères oratrices, chers orateurs, voici Bertrand Perrier. Les orateurs sont impatients. La parole, dans quelques secondes, va être laissée à Soline Prély, l'étudiante en 3e année de droit, sur le sujet suivant. Si la vertu ne suffit pas à assurer le bonheur, le vice suffit-il à rendre malheureux? Chère Soline, la parole est à toi. Chers jurés, cher public, lorsque j'ai appris à faire du vélo vers mes 5 ans, je me rappellerai toujours de cette chute dans cette descente où j'ai totalement perdu le contrôle de mon vélo. Comme peut le dire le proverbe, j'en ai perdu les pédales. J'ai dérapé et mon vélo a changé de trajectoire. Nous tenons tous un guidon entre les mains qui nous permet de suivre le droit chemin qu'est la vertu, mais qui peut à tout moment dévier vers les sentiers battus que sont les vices. Que l'on soit petit ou grand, on ne peut pas tout maîtriser et avoir la tête dans le guidon en permanence. On rencontre et on rencontrera toujours des obstacles sur notre chemin qui nous feront dévier. Mais ces sentiers ne sont-ils pas la preuve que l'homme est maître de son guidon et qu'il est entièrement libre de choisir, de construire son propre chemin entre la vertu et le vice? Voilà ce pourquoi je me trouve ici devant vous ce soir, chers jurés. Si la vertu ne suffit pas à assurer le bonheur, le vice suffit-il à rendre malheureux? Partons de ce premier postulat. La vertu ne suffit pas à assurer le bonheur. La vertu
C'est la disposition habituelle, le comportement permanent, la force avec laquelle l'individu se porte volontairement vers le bien, vers son devoir, se conforme à un idéal moral, religieux, en dépit des obstacles qu'il rencontre. La vertu résulte du comportement que l'homme adopte pour tendre vers le bien, un acte bon obligatoirement reconnu par une source légitime qui ne peut être remise en cause. Aristote, père fondateur de la morale centrée sur les vertus, nous dit que la vertu est ce juste milieu qui permet à chacun de vivre avec son bonheur tout en tenant compte des autres. Non, la vertu ne suffit pas à elle seule à assurer le bonheur. L'homme ne deviendra jamais une personne vertueuse. Imaginez un alpiniste gravissant la montagne dont il ne verrait jamais le sommet. La recherche de la vertu, elle, est possible. Mais la vertu elle-même n'est qu'un absolu en soi, ce à quoi chaque être veut tendre pour se conformer à l'idéal moral infligé par les lois et la religion. C'est une quête inatteignable, pouvant aller jusqu'à créer une certaine frustration chez l'homme. Ne pas être vertueux peut être ressenti comme une sensation d'échec. Nous ne sommes pas parfaits. Il nous est impossible d'avoir un comportement irréprochable, en permanence toujours tourné vers l'acte bon. La vertu enferme l'homme dans cette bulle qu'est la perfection. L'homme ne voit plus que ça, ne recherche plus que ça. Cela en devient sa raison de vivre et par conséquent, il en devient malheureux à force de ne pas y arriver. D'autre part, dans la comédie humaine, Honoré de Balzac nous dit, je cite, « Toute limite imposée n'inspire-t-elle pas le désir d'aller au-delà? Les souffrances les plus vives ne viennent-elles pas du libre arbitre contrarié? C'est le cas des lois. Elles formatent l'individu à se comporter d'une façon et non d'une autre en vertu de ce qu'exige la loi suprême. La vertu peut nous enfermer sur nous-mêmes et empêcher l'homme d'être lui-même, d'être dans sa condition d'homme qui lui permettrait de s'épanouir. Comment peut-on dire aujourd'hui qu'être vertueux assure notre bonheur quand il s'agit d'être confiné chez soi après 19h, restreignant ainsi notre liberté de se déplacer librement? Comment peut-on dire aujourd'hui qu'être vertueux assure notre bonheur quand il s'agit de mentir sur les motifs de nos déplacements pour pouvoir se déplacer librement au-delà du couvre-feu? Ces vertus de prudence et de tempérance participent en effet au bien-être de la société. Mais le bonheur de l'individu est-il vraiment assuré? Ne serait-il pas au contraire menacé? L'homme a besoin de s'émanciper de toutes ces règles pour faire jouer sa condition d'homme en tant que juge de ses propres choix, de son propre chemin. À force de s'évertuer à être vertueux, on en devient malheureux. La vertu et le vice sont deux dispositions à agir qui s'entrent l'une à l'autre. Combien de personnes peuvent aussi bien avoir réalisé des actes bons que mauvais? Tel est le cas de saint Paul, Jean Valjean. Comment des personnes peuvent être aussi bonnes que mauvaises? Comment une personne peut être à la fois vertueuse et vicieuse? La société pervertit l'être humain et peut le conduire à réaliser des actes aussi bons que mauvais. Dans le livre de la Genèse, Dieu place Adam et Ève dans un jardin merveilleux, l'Éden. Dieu leur interdit de goûter un fruit, la pomme, mais le serpent, incarnation de la tentation, leur fait croire que s'ils goûtent ce fruit, ils seront puissants et n'auront plus besoin de Dieu. Adam a choisi la gourmandise plutôt que de suivre la voie recommandée par Dieu, c'est-à-dire l'idéal religieux. À travers ce récit, nous voyons bien que chacun de nous a en lui un penchant qui le pousse à dévier du droit chemin et de choisir lui-même ce qui est bon ou mal. C'est le fait même de céder à nos vices qui fait notre condition d'homme, qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. L'homme est à lui seul son libre arbitre. Nous sommes libres de choisir à chaque instant de notre vie. Nous sommes libres de dire oui ou non, au mal ou au bien. Nous tous, ici, avons l'entière liberté de faire ou de ne pas faire, de choisir ou de ne pas choisir, sans influence extérieure, sans autre cause que la volonté elle-même. Hercule, entre le vice et la vertu, peinture d'Annibale Carracci, illustre le sujet mythologique qu'est le choix d'Hercule. Sur ce tableau est représenté Hercule avec deux femmes l'accompagnant qui représentent les destins opposés que la vie pourrait lui offrir. La vertu l'appelle à suivre le plus dur chemin, celui de la gloire, à travers les difficultés, et le vice qui l'incite au plaisir de la vie, la voie la plus facile. Le vice et la vertu sont des dispositions à agir d'une façon plutôt que d'une autre. Me voilà donc arrivé à cette question. Le vice suffit-il
mal. Le fait de se conduire d'une manière jugée culturellement comme gravement immorale. Orgueil, avarice, gourmandise, jalousie, colère, luxure, paresse. Ne nous mentons pas à nous-mêmes, le vice de la gourmandise ne nous a-t-il pas tous touchés ce week-end? Le énième chocolat de Pâques vous a-t-il vraiment rendu malheureux? N'y avez-vous donc pas ressenti un certain plaisir, un plaisir pervers, mais qui vous a procuré beaucoup de satisfaction? Se prélasser dans son lit jusqu'à 14 heures au lieu d'assister à un cours magistral? Tituber le temps d'une soirée pour avoir bu un petit peu trop d'alcool? Tous ces petits plaisirs coupables nous rendent-ils vraiment malheureux? Au contraire, ne participent-ils pas à nous rendre plus heureux? À travers ces plaisirs, nous éprouvons une satisfaction immense, un réel plaisir de braver les interdits, d'être au-dessus de toutes les limites imposées par l'idéal moral et religieux. Toutefois, ces différents vices nous rendront-ils vraiment heureux sur le long terme? Ne s'agit-il pas d'un bonheur éphémère, un bonheur faussé, saturé, parce que l'homme en abuse? Le vice et la vertu sont des dispositions à agir d'une façon plutôt que d'une autre. Elles sont apprises socialement. Choisir le vice plutôt que la vertu, et inversement, résulte du propre choix et de la liberté de chacun de choisir entre le bien et le mal. Le vice, comme la vertu, peut contribuer au bonheur des uns et au malheur des autres. À chacun de nous, grâce à notre libre arbitre, d'évaluer le juste milieu pour un parfait équilibre entre le vice et la vertu. Mais surtout, n'oubliez pas, et je finirai sur ça, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Chers jurés, voici à présent un tout autre sujet. Dans quelques instants, la parole sera laissée à Romain David, un étudiant en 2e année de licence de droit. Le sujet sur lequel il vous faudra tendre l'oreille est le suivant. Les fêlés sont-ils heureux car ils laissent passer la lumière? Cher Romain, la parole est à toi. Une légende raconte qu'une vieille dame chinoise possédait 2 grands pots suspendus à chaque bout d'une perche qu'elle transportait appuyée derrière son dos. Un des pots était fêlé, alors que l'autre était en parfait état et rapportait toujours une pleine ration d'eau. À la fin de la longue marche du ruisseau vers la maison, le pot fêlé n'était plus qu'à moitié rempli. Durant 2 ans, la vieille dame chinoise ne rapportait chez elle qu'un pot et demi d'eau. Le pot intact était très fier de ses accomplissements. Le pauvre pot fêlé, lui, avait honte de ses propres imperfections et se sentait triste, car il ne pouvait faire que la moitié du travail pour lequel il avait été créé. Sans jamais avoir eu un seul éclair de génie, il s'adressa un jour à la vieille dame, alors qu'ils étaient au bord du ruisseau. « J'ai honte de moi-même, dit-il, car la fêlure sur mon côté laisse l'eau s'échapper tout le long du chemin lors du retour vers la maison. » La vieille dame sourit et lui répondit. « As-tu remarqué qu'il y a des fleurs de ton côté du chemin et qu'il n'y en a pas de l'autre? J'ai toujours su à propos de ta fêlure. Donc, j'ai semé des graines de fleurs de ton côté du chemin. Et chaque jour, lors du retour à la maison, tu les arrosais. Pendant 2 ans, j'ai ainsi pu cueillir de superbes fleurs pour décorer la table. Sans toi, étant simplement tel que tu es, il n'y aurait pu y avoir cette beauté pour agrémenter la maison. » Cette légende conclut que chacun de nous avons nos propres manques, nos propres fêlures, mais que ce sont chacune de ces craques et chacun de ces manques
qui rendent nos vies si intéressantes et enrichissantes à trouver ce qu'elles ont de bon en elles. Me reviennent alors les mots d'Albert Einstein, grand physicien et lui-même victime de troubles de l'apprentissage, qui a affirmé « Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. » À titre d'assimilation, si vous jugez le bouffon du roi, le fêlé, à sa capacité à diriger un pays, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est simple d'esprit. Ainsi, si vous jugez un roi à sa capacité à faire rire la cour, il passera toute sa vie à croire qu'il est dépourvu. Ils n'étaient certes pas tous deux pas instruits, éduqués ou même nés pour remplir ces tâches. Pourtant, le pot fêlé de notre vieille dame chinoise n'a pas été conçu pour laisser faire. Peut-être que l'autre pot au caractère bien trempé en rigolait, qu'il le noyait dans des moqueries boueuses, l'ayant empêché d'avoir cette illumination, de mettre en lumière ses réelles capacités. Mais il a pourtant réussi à remplir un rôle que le pot en parfait état ne pouvait remplir. Il a aidé à créer la vie de belle rose d'un bleu océan. Notre vieille dame chinoise n'aurait jamais vu en notre roi un bouffon, ni vu en notre bouffon un roi, car chacun avait ses compétences et ses attributions. Il en a alors valu de même pour le pot fêlé. Mais connaissaient-ils tous le bonheur? Les rois qui ont gouverné le royaume français étaient-ils heureux d'inspirer la haine des voisins européens ou même d'une partie de leur peuple? Le bouffon était-il heureux d'être souvent l'objet de toutes les moqueries et non des rires sincères? Le pot était-il quant à lui heureux de voir son contenu ruisseler à travers sa fêlure? Que de questions essentielles. Le pot fêlé n'a pas réussi à voir ce dont il était capable, car il ne s'en est pas soucié. Comme le sous-entend la définition du fêlé, celui-ci vit au jour le jour, sans se préoccuper des contingences. Il est celui qui vit simplement, pas pauvrement, qui suit un mode de vie particulièrement basique, mais pas indigent. Il ne se complique pas la vie. Il laisse donc passer beaucoup de choses, notamment des connaissances, des avancées technologiques, scientifiques. Fut un temps où les avancées furent exceptionnelles. Le siècle des Lumières. Pendant plus de 70 ans, scientifiques, philosophes et ingénieurs ont participé à l'écriture d'un siècle qui restera ancré dans les mémoires. Mais pour irradier autant l'histoire de leur lumière, ces intellectuels ont forcément dû la laisser passer et briller. Jean Jaurès a écrit « Les progrès de l'humanité se mesurent aux concessions que la folie des sages fait à la sagesse des fous. Dès lors, si un siècle comme celui-ci est considéré comme l'un de ceux qui ont permis les plus grandes avancées, les fêlés ne se limitaient pas aux ignares, loin de là. Ce siècle fut en réalité un pêle-mêle de fêlés. D'une part, ceux qui ont créé une nouvelle lumière, devant la laisser passer pour faire évoluer et marquer le monde, puis d'autre part, les fêlés qui ont laissé passer cette lumière, qui n'ont pas usé des fraîches inventions ou qui ne se sont pas appropriés ces nouvelles connaissances. Ce sont ceux qui ont souhaité s'en tenir au sens défavorable de la définition contemporaine du fêlé, à savoir celui qui vit au jour le jour sans se préoccuper des contingences. Ces derniers ne profiteraient pas aujourd'hui des inventions et des nouveautés. Ils ne pourraient par exemple pas regarder la télé, ou pire encore, ils ne pourraient pas se connecter à Internet ce soir pour regarder le direct d'Angélique. Et si l'on pousse la réflexion plus loin, ces fêlés n'utiliseraient même pas les transports que nous utilisons quotidiennement. Le fêlé qui laisse passer cette lumière de connaissance serait suspecté de ne pas être heureux aujourd'hui. Rien ne lui serait accessible facilement, il ne comprendrait pas grand-chose aux évolutions actuelles. Un petit peu comme nos arrière-grands-parents. Nous penserions qu'ils ne sont pas heureux car nous avons grandi avec d'autres avancées qu'eux ont connues et que nous considérons comme indissociables de notre quotidien. Prenons un exemple. Les mouchoirs jetables inventés en 1924 leur sont possiblement déjà trop modernes, alors que nous ne connaissons pratiquement rien d'autre. Mais en comparant, un Internet quantique sécurisé dont la mise en place a débuté l'année dernière ne présente pas grand intérêt pour la plupart d'entre nous aujourd'hui, alors qu'il s'agira peut-être d'un outil essentiel dans la vie des futures générations. Ils n'ont aujourd'hui pas la même capacité d'adaptation qu'étant plus jeunes. Comme nous, peut-être que plus tard, pourront devenir des ignorants, rebutés par les innovations et progrès. Cela fera-t-il de nous des fêlés, des aliénés qui laissent passer la lumière? Certainement. En serons-nous malheureux? J'en suis moins sûr. Et pour cause. Celui qui ne s'émeut pas des contingences a peu de chances d'en connaître l'existence,
et encore moins de suspecter cette dernière, ce qui rend son malheur inexistant. De plus, vouloir connaître toutes les évolutions modernes implique de les étudier, de les pratiquer. Prendre ce temps nous empêcherait alors de profiter d'autres moments que le fêlé sait apprécier. En cela, le fêlé s'éloignerait de coûteuses contraintes et donc se rapprocherait de l'homme. Faire confiance à un intellectuel est souvent préféré au fait de croire en un fêlé. Pourtant, nous avons à apprendre de ce dernier. Jean d'Ormesson écrivait lui-même qu'il ne faut pas chercher à être sage à tout prix et que la folie est une sagesse. Notre beau fêlé a appris grâce à la sagesse de la vieille dame chinoise qu'il était important d'avoir la lumière à tous les étages pour être conscient de ses qualités et surtout de la force de ses défauts. Sans cette révélation, le beau fêlé n'aurait donc pu trouver le bonheur. La recherche de ce dernier est à mettre au cœur de notre vie. Et comme nous l'a montré l'histoire du beau fêlé, le temps qui y sera consacré y sera assurément bénéfique. Alors oui, je l'affirme, les fêlés sont heureux car ils laissent passer la lumière. Et quand bien même ils ne le seraient pas encore, on l'a vu, la lumière des autres viendra les éclairer. J'espère en tout cas vous avoir éclairé un petit peu de la mienne. Merci. Dans quelques secondes seulement, il me faudra laisser la parole à Lola Morel, étudiante en deuxième année d'information et de communication. Le sujet qu'elle vous présentera est le suivant. La parole a-t-elle été donnée à l'homme pour déguiser sa pensée? Lola, la parole est à toi. La parole a-t-elle été donnée à l'homme pour déguiser sa pensée? Si Talleyrand l'affirme, j'estime toutefois l'interrogation légitime. Légitime, oui, et je crois qu'il en est même du registre de la nécessité. Car si, comme nombreux s'attachent à le signaler, la parole est le reflet de la personnalité, il me semble alors important que celle d'un traître éhonté, gorgé de vices, de corruption et de malhonnêteté soit désossée. Ou peut-être n'ai-je seulement pas trouvé cela logique dans une société démocratique de m'adonner aux critiques qui peuvent être faites à la rhétorique. Je parle de critique car si en théorie l'étymologie du mot parole nous rappelle bien que celle-ci signifie l'analogie, qu'elle n'est que le fruit d'une articulation de symboles réunis, une suite de syllabes qui en troupeau forment des mots qui à leur tour illustrent ce qui éclot dans nos cerveaux, et qu'en cela, la parole permet en effet d'habiller nos pensées en énoncés. Provenant de sa position, le verbe déguiser semblait davantage se référer à sa première définition. Déguiser, et c'est alors que l'ambiguïté naît, est le fait de transformer sa personnalité, de dissimuler, de dénaturer, de modifier dans le but de cacher une vérité. Alors, si pour ce dernier, dont la principale activité semble avoir été de tromper, il est logique d'affirmer que l'unique fonction de la parole est de déguiser, le terme est-il pour autant approprié à toute l'humanité? N'est-ce pas une façon bien désespérée de penser la réalité? Quelle serait alors la visée de ma venue à vos côtés? Suis-je venue ici pour dissimuler ou pour transmettre mes idées? N'apparaît-il pas plus sensé de considérer que la parole est une faculté qui nous est donnée afin de révéler notre pensée? On
nous dit que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Pourtant, je n'ai personnellement jamais réussi à mettre les mots sur ce que je ressens afin d'exprimer exactement mes sentiments. Loin d'être timide, de mes expressions je fais des inversions, et d'aiguille en fil, il est difficile de faire d'un caillou deux coups. Alors, avant d'être en capacité de déguiser ma pensée, je crois que d'abord, j'aurais aimé savoir comment l'exprimer. J'aurais aimé avoir les mots pour dire à ma professeure de flûte d'arrêter de crier avant que moi-même je ne décide d'arrêter. J'aurais aimé savoir expliquer les raisons de mon impérissable et sempiternelle sensibilité à tous ceux que ça a pu déranger. J'aurais aimé avoir les clés pour oser réfuter ce que des professeurs, du fait de leur autorité, pensent pouvoir pérorer en toute liberté. J'aurais aimé savoir discourir autour de l'écologie ou de l'égalité et de fait persuader mon entourage de mes idées. J'aurais aimé faire valoir mes opinions au sein des repas de famille dans lesquels Benjamin, comme aîné, il est si difficile d'être écouté. J'aurais aimé avoir la faculté de répliquer d'emblée au lieu de tergiverser une fois la discussion terminée. J'aurais aimé savoir exprimer ce flux de pensées qui m'envahissait lorsque je me suis retrouvée asphyxiée par mes problèmes de santé. J'aurais aimé maîtriser cette arme qui permet de communiquer ses pensées. Je crois qu'alors, je les aurais toutes hurlées. Je les aurais hurlées sans réfléchir, sans prendre le temps de les revêtir. Car, n'est-ce pas le propre de la colère que de laisser s'échapper des paroles en l'air? Si ce comportement est loin d'être exemplaire, il est toutefois bien ordinaire, et met alors en lumière qu'il est possible de parler à cœur ouvert. Et si l'on se réfère à nos besoins primaires, se mettre à découvert est même parfois bien nécessaire. À quel contentieux ressembleraient nos rapports amoureux sans d'heureux et généreux aveux? Il apparaît bien farfelu que malgré la présence d'un individu connu envers lequel nous sommes éperdument mordus, de même qu'un cadre garantissant une sécurité absolue, nous nous sentions sommés de déguiser notre flux. Car s'il y a bien un moment des moins saugrenus pour se mettre à nu, pour abandonner tout sous-entendu et échanger quelques paroles crues, c'est bien lorsque nous sommes dévêtus de toute tenue. De même, la parole n'est-elle pas le seul outil pour comprendre nos ressentis? De la folie à la mélancolie, il me semble que nombreux sacrifient leurs économies pour une bonne thérapie. L'écrit? Oui, voilà un autre outil. Cependant, avant de se mettre en récit dans une jolie poésie, la psychothérapie semble s'être érigée en une avantageuse stratégie. La psychanalyse, c'est la libre association des pensées. Allongé sur un canapé, le patient ne fait que s'écouter. Et à ce moment donné, loin de lui l'idée de déguiser ses pensées. Bien au contraire, il est à l'affût du moment où, verbalisé, il pourra enfin les délier. Car si la parole, si la pensée est l'attribut essentiel et l'essence même de l'âme, elle est condamnée à cette redoutable faculté que possède l'inconscient de déguiser. C'est alors à la parole de la dévoiler. L'on parle ici de thérapie, mais cela pourrait tout aussi bien être un ami. Nul besoin d'expertise pour savoir qu'une amitié sans franchise, c'est une bêtise. Nul besoin d'être cultivé pour savoir qu'en amitié, l'honnêteté, c'est la clé. Il fallait bien un moyen pour que les athées puissent se confesser. Alors, vous me direz que l'art de s'exprimer n'est que superficialité, que si l'habit ne fait pas le moine, derrière la riche lexie se cache un âne. Ah, les belles paroles! Que de futiles promesses dénuées de toute justesse! Mais quelle bassesse de considérer que toute politesse est dénuée de sagesse! Quelle dégradation que de considérer la persuasion, fille perfide de l'élocution, comme arme de corruption! Un discours ardemment travaillé ne permet-il pas d'aller au bout de sa pensée? Il est aisé d'énoncer que la rhétorique, relayée par la politique puis par les relations publiques, est une tactique lorsque nous ne sommes pas en capacité de répliquer. La Fontaine, en soutenant que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, avait pourtant déjà semé le doute.
Est-il si dramatique d'avoir trouvé l'instrument magique? Si effrayée qu'est la société face à l'influence du marché, n'est-ce pas à elle d'élaborer ses moyens de défense pour contrer toute tentative d'influence? Et quoi de mieux que d'apprendre à argumenter pour garantir notre sécurité? Quoi de mieux que la pratique pour réveiller notre réflexion critique? Il me semble, mesdames et messieurs, que la mise en place du grand oral n'est que la confirmation des bienfaits de la discussion. Quelle bénédiction! Enfin, l'on comprend que la raison n'est pas en nous, mais entre nous. Et quoi de mieux pour une meilleure communication qu'une bonne élocution? Chers compagnons, la précision semble donc être la solution, non le poison. Tous à nos dictionnaires, il est temps d'enrichir notre vocabulaire. Et si toutefois vous n'êtes pas convaincus, je vous invite à observer l'individu. Seule, la parole n'a pas l'habilité de vêtir la pensée, de sorte qu'elle se métamorphose en totalité. Car vient l'heure où le corps, infidèle ministre, ne prête plus son geste à l'âme éparse au loin, et tombant tout à coup dans un repos sinistre, cesse d'être complice et demeure témoin. Le langage corporel constitue l'essentiel. Nul besoin d'habiller des discours de gants de velours. Le corps trahit toujours. Voici qu'il nous faut à présent entendre Thomas. Le sujet qui lui a été attribué il y a 2 semaines de cela n'est autre que le suivant. Mesdames et messieurs les jurés, la timidité est-elle la vertu des imbéciles? Cher Thomas, étudiant en première année de sciences politiques, la parole est à toi. La timidité. Ce fléau touchant nombre d'étudiants, nombre de Françaises et Français, nombre d'êtres humains. Ce fléau va nous inviter ce soir à nous poser cette question. La timidité est-elle la vertu des imbéciles? Cette question nous donne, dans un premier temps, envie d'y répondre avec une grande simplicité et une grande rapidité. Non, les imbéciles, non, la timidité ne fait pas des personnes des imbéciles. Car, et là on finit notre propos avec tout un tas d'arguments et d'exemples. Mais si l'on y accorde suffisamment de temps et de réflexion, un tas d'autres questions nous viennent alors à l'esprit. Qu'est-ce que la timidité? Qui sont les timides? Comment la timidité se manifeste-t-elle? Qu'est-ce que la vertu? Qui sont les imbéciles? Y a-t-il réellement des imbéciles? La vertu, elle fait de faire le bien. Et ainsi, avec la question, la timidité est-elle la vertu? Est-elle la vertu des imbéciles? Cela supposerait que la timidité serait un effet positif, car elle permettrait aux imbéciles de se taire. Et qu'est-ce que l'imbécile? Et d'ailleurs, qu'est-ce que l'imbécilité? Certains diraient que c'est être idiot, d'autres sots, d'autres diraient que ce sont des personnes stupides.
Mais y a-t-il réellement des personnes imbéciles? Ou seulement des actes imbéciles? Si l'on parle d'actes imbéciles, il est difficile de ne pas nommer les membres du gouvernement qui, de par la crise du coronavirus, ont pris nombre de décisions douloureuses, nombre de décisions contradictoires, nombre de décisions absurdes, qui ont fait sombrer tant de Français et Françaises dans la solitude, dans l'angoisse et dans l'anxiété. Ces symptômes, bien que pour des raisons différentes, se retrouvent chez les personnes atteintes de cette timidité. La timidité pourrait être comparée à une prison. Certes, les personnes atteintes de cette timidité ne sont pas enfermées, mais de par leurs craintes, leurs peurs, leurs angoisses, ces personnes sont enchaînées avec un lien si fort qu'ils ne peuvent le briser, qu'ils ne peuvent l'arracher. Toute envie de s'exprimer, de communiquer, d'hurler, sont muselés par ces démons. Une prison triste et lugubre dont ils ne peuvent s'échapper. Ces prisonniers sont-ils des imbéciles? Afin de répondre à cette interrogation, il est important de souligner que tous ces prisonniers ne l'ont pas été pour les mêmes. Certains l'ont toujours été. Cela fait partie, en somme, de leur caractère, de leurs caractéristiques. Comme bon nombre d'autres existent, cela ne fait pourtant pas d'eux des imbéciles. D'autres l'ont été plus progressivement, notamment à cause du regard des autres. Et ainsi, oui, nous pouvons dire que ces prisonniers, que ces personnes atteintes de la timidité sont des imbéciles, mais imbéciles au sens où on employait au XVIe siècle, et non au sens qu'il y a aujourd'hui. D'autres ont subi la timidité de par des événements douloureux, des souffrances subies. Ces souffrances et ces événements font-ils d'une personne un imbécile? Je ne le pense pas. Comment parler de la timidité sans parler du regard des autres, du jugement des autres? Nombre de personnes ont peur de ce jugement et ainsi ils ne veulent ni divulguer leurs opinions, leur goût. Bertrand Russell disait notamment ces différences d'opinion font qu'une personne qui a des goûts et des convictions déterminées peut se sentir pratiquement exilée en vivant dans un groupe, alors que dans un autre groupe, elle serait acceptée comme un être humain tout à fait. Le boulet forçat attaché aux chevilles de ces prisonniers les force à ne pas pouvoir effectuer diverses actions qui pourtant sont souhaitées par eux. Comme par exemple appeler pour un travail, délivrer ses opinions, argumenter ses désirs. Cela arrange d'ailleurs certaines personnes, comme par exemple un patron, qui n'aura aucune crainte quant à son employé, n'aura aucune crainte que son employé lui demande une augmentation. Victor Hugo disait « L'un des premiers symptômes de l'amour est la timidité. Mais si cette timidité empêche une personne de déclarer son amour, qu'est-ce d'autre qu'un acte imbécile ?»
Dernier orateur, dernier sujet. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, il vous sera donné l'opportunité d'entendre le grain de voix de Camille Rocca-Serra, étudiant en première année de sciences politiques, qui travaille, je l'espère, sans relâche depuis 2 semaines sur le sujet suivant. La recherche du temps perdu est-elle une perte de temps? Chère Camille, la parole est à toi. Est-ce que je viens de vous faire perdre 20 secondes, ou bien ce laps de temps a permis à certains d'entre vous de se dire quelque chose du style « Je dois absolument acheter des pâtes en rentrant », ou bien encore « Tiens, Limoges ressemble à une Limoges, c'est amusant ». Si ce n'est rien de tout ça, je suis certain, du moins, que durant ce moment d'ennui pour certains, plusieurs réflexions se sont posées à vous. Plus ou moins utiles, certes, mais je ne me permettrai pas de vous juger, car c'est votre rôle à vous ce soir. Ce temps vous a aussi, et ça j'en suis certain, amené à vous dire qu'il perd du temps. C'est vrai, je n'ai que 8 minutes, alors permettez-moi de rattraper celui-ci. À chaque instant, on respire, on réfléchit, on admire, on prend conscience, on vit pleinement, et vivre n'est pas perdre du temps. Car le temps n'existe pas si la vie n'est pas, de même qu'un son n'existe pas si personne ne l'entend. Constater, c'est la manière de le faire vivre. Ainsi, la vie permet la mesure du temps, donc en vivant pleinement, vous nous permettez la mesure du temps. Sans rien faire, vous accordez du temps, qui est important, il n'est pas perdu. Mais ne perdez pas votre temps à méditer ces paroles un peu futiles et simplistes. On va s'attraper, on s'accorde du temps, on temporise, on perd notre temps, c'est tant de temps que l'on tend à se perdre. Souvent, on considère le transport comme du temps perdu. Ils vont toujours plus vite, mais cela reste insuffisant. D'abord, nos gens nous ont portés, puis des animaux. On suivi des attelages, des automobiles ou encore des trains, et ensuite sont venus les avions et les fusées. Nous allons toujours plus rapidement, mais cela reste insuffisant. Car la distance, elle aussi, est devenue plus grande, et nous nous battons contre elle. Je cours après le temps car il est immuable. On ne peut modeler ni l'espace ni le temps, c'est irréversible. Se déplacer dans l'espace nécessite du temps. Or, le temps est notre plus grande richesse. Il est irremplaçable, précieux, unique, sans pareil. Le temps est inscrit dans le marbre. Ne serait-ce pas pour cela qu'on accorde autant d'importance au fait de passer du temps avec quelqu'un? Que cela soit avec un défunt que l'on veille, ou encore avec un nouveau-né qui s'éveille, c'est bien la chose la plus importante que l'on puisse offrir, la plus chère. Ce temps que l'on accorde est au-delà de la valeur qu'elle représente. C'est une notion de respect, d'humilité. Le temps est ainsi fait, il est inchangeable. L'adage dit « ce qui est fait est fait ». Alors faisons notre avenir et il sera fait ainsi. Il ne sert plus à rien de courir. Après le temps perdu. La distance à abattre ne serait rien d'autre que celle que l'on crée en cherchant à le rattraper. La distance, justement, c'est ce sur quoi l'on transite. C'est un transport entre deux occupations. C'est perdre son temps que d'aller au travail, qui peut être pour certains d'autant plus une perte de temps en soi. Mais le travail, c'est bien cela. C'est donner son temps contre de l'argent, ce moment gâché pour autant une richesse. Il crée une chose qui pour l'employeur est une valeur. Ce temps gaspillé pour l'un se révèle être la manne de l'autre. Nous sommes payés autant que l'on accorde, et en faisant cela, nous donnons de notre temps, mais nous courons après celui que l'on se garde. Cette poursuite est une inclination à la survie. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste. Les moires, toujours fidèles à leur office, tiennent le fil de notre vie et tissent notre trame,
mais elle possède aussi les ciseaux qui permettent d'achever cette dernière. Alors nous cherchons à ne pas perdre de ce temps qui nous est donné, car nous vivons dans l'ignorance, car nous ne savons pas quelle est cette durée qui nous est impartie. Quand sonnera l'heure de notre temps? Dans 10 minutes, en traversant au coin de la rue, ou bien encore dans 10 ans? Si vous avez des fautes à effacer, ou bien que vous avez encore une âme d'enfant, je m'excuse par avance. La machine à remonter le temps n'existe pas. Si vous nourrissiez encore ce rêve, l'explication est simple. Elle n'existe pas car nous n'avons encore jamais rencontré notre avenir. Ainsi, il ne servirait à rien de se leurrer et de vivre dans la nostalgie, car c'est bien cela que d'être tourné vers le passé, vers le temps que l'on a perdu. Ce souvenir est certes primordial, mais c'est se bercer d'illusions avant tout. C'est se bercer d'illusions que de penser qu'un temps révolu sera un objectif d'avenir. Il est révolu. S'il est révolu, il ne peut être un avenir. L'histoire est certes un éternel recommencement, mais elle n'est pas une pâle copie. Ainsi, c'était mieux avant devrait être une inspiration plus qu'une complainte. Vivre avec son temps, c'est vivre avec l'avenir et non pas courir après le temps que l'on a perdu. Voilà 5 minutes que vous m'entendez psalmodier, vous m'entendez fanfaronner, 5 minutes que vous avez perdues. Sinon, vous ne les auriez qu'égarées. Elles sont perdues, car le temps est irréversible. Il ne sert à rien de continuer à la rechercher, au risque d'enrichir justement cette dernière. Or, qu'y a-t-il de mal à perdre du temps? Je tente peut-être de faire passer un argument en ma faveur, c'est sans doute possible. L'expression est connue, tu perds ton temps. Chacun d'entre nous a déjà entendu ce trait. Si vous aviez le privilège de ne jamais l'avoir reçu, maintenant c'est chose faite. Cette évidence cinglante est révélatrice d'une des plus belles facultés de l'homme. Au-delà du bon sens qu'elle transpire, elle révèle avant tout l'une des caractéristiques qui est propre à l'homme, c'est sa conscience du temps. L'homme est différent de la machine, cette la palissade paraît ridicule, je suis d'accord, mais aujourd'hui on remarque de plus en plus de ressemblances entre ces dernières. La machine sait montrer le temps que l'on passe, mais elle ne sait pas en perdre. Elle est productive et efficace, productive et efficiente, productive avant tout. Deuxième tautologie, l'homme est différent de l'animal. Il est car il a conscience de la mort, et donc du temps qui passe. Conscience de la fin, de ce que cela signifie. Aujourd'hui, il semblerait que ce soit encore l'un des derniers critères qui puisse nous définir clairement. Cette croyance en la mort, en l'image du temps inarrêtable, c'est en ça notre identité. Pour l'homme, l'idée du temps qui lui est imparti et qu'il perd est constant. Il cherche à se rapprocher de la machine qu'il a créée, idole de l'efficacité, mais rêve de l'insouciance qu'il a perdue quand il était un animal. Partir à la recherche du temps perdu semble être une autre manière de perdre ce dernier, et ainsi de rentrer dans un cercle vicieux où la perte est infinie. Paradoxe intéressant quand nous-mêmes nous savons que nous ne sommes pas éternels. Cependant, ne faudrait-il pas voir la perte de notre temps, non pas comme une aubaine, mais du moins simplement, à la façon d'un bienfait nécessaire? C'est pour certains une manière de se ressourcer, pour d'autres de passer un bon moment. Il faut donc balayer l'image de paresse qui découle pour lui remplacer une idée de bien-être et d'attention. Le temps perdu est un bienfait, mais partir à sa recherche serait là un méfait. Et quant aux questions que certains se posaient, durant la Première Guerre mondiale, les généraux manquants d'esprit belliqueux se voyaient être envoyés à Limoges. Voilà pourquoi Limoges. Et si vous permettez, c'est maintenant ce que je vais me faire. Je me ferai limoger par vous. Chercherez l'ensemble des prestations vous ont été livrées par les orateurs sélectionnés. L'heure est désormais à la délibération.
Nous vous invitons dès lors à pouvoir délibérer dans des salles qui se trouvent non loin d'ici, rassurez-vous, juste derrière cette porte, et vous disposerez du temps nécessaire pour prendre votre décision, bien entendu. Seul un orateur sera élu vainqueur du concours d'éloquence, mais il vous a offert la possibilité, bien entendu, d'établir un classement des 3 premiers orateurs. Bien, on entend bien, ça va. Je vais attendre quatrième membre du jury. Voilà. Alors tout d'abord, nous tenons à vous remercier d'avoir pris la parole devant nous ce soir. Vous êtes lancés dans cet exercice qui est vraiment très difficile de l'éloquence. Parce qu'elle réunit beaucoup de choses. Tout d'abord, effectivement, une certaine écriture, une narration, une manière de traiter un sujet, un regard. Et merci de nous avoir livré ce regard-là sur des sujets effectivement pas toujours évidents à traiter. Merci aussi de vous livrer à ce jeu de faire un peu tomber le phare pour essayer de se livrer et de laisser transparaître de soi, surtout dans cette période masquée. C'était d'autant plus compliqué. Merci aussi, moi je vous le dis, je suis aussi enseignant à côté, et ça m'a fait énormément de bien de voir des visages. Donc merci pour ces visages, merci pour ces émotions. Moi j'en avais aussi derrière mon masque. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu vous nourrir de ces sourires, de cette bienveillance que j'avais sur vous. Je sais aussi à quel point, pour être aussi comédien, d'avoir monté les spectacles sur scène, je vous assure qu'il est beaucoup plus difficile de jouer devant 5 personnes que de jouer devant des salles de 500 personnes. Parce que même s'il n'y a qu'un tiers de la salle qui a aimé ce que vous avez fait, sur 500 personnes, ça fait quand même du bruit. Si c'est sur 5 personnes, ça ne fait pas de bruit. Donc c'est tout de suite beaucoup plus dur de jouer devant un public restreint. Et c'est ce que vous avez fait ce soir sur un concours d'éloquence. Vraiment, je vous tire mon chapeau, parce que je trouve qu'il faut encore plus de courage pour se prêter à ce jeu-là devant aussi peu de personnes. Donc bravo à vous, vraiment. La délibération a été assez rapide, on est tombé d'accord à l'unanimité, donc il n'y a pas eu 10 000 débats. Mais en tout cas, on tenait vraiment à vous faire ce retour sur ce travail. Merci d'avoir fait exister la parole, l'éloquence, c'est la liberté, tout ça, d'accord? Ça fait à peu près 1 an maintenant qu'on en est privé, pour des raisons qu'on entend tous, hein. Mais du coup, ça fait vraiment un vent de liberté de vous entendre, d'entendre cette parole de cette jeunesse qui est masquée, mais j'espère qu'on va bientôt réussir à démasquer et que votre place, elle est là, elle est à prendre, elle est maintenant. C'est vous l'avenir, et ça m'a fait, moi en tout cas, vraiment du bien de vous entendre et d'entendre la qualité de vos discours, de cet avenir, et voilà, continuez, gardez la foi, je vais dire la foi, non, on peut s'en débarrasser, mais gardez la foi, et puis voilà, merci pour cette soirée. Je laisse la parole à toi. Chers étudiants, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Normalement, à cette heure-là, je dispense les TD de droit administratif de 2e année. Eh bien, ils sont décalés à vendredi soir, pour le plus grand plaisir de certains d'entre vous. Plus sérieusement, je souhaite remercier l'association Angéloquence, représentée par son président et sa vice-présidente, si j'ai bien compris. Évidemment que quand on a parlé de ce concours et de l'organisation du concours avec M. Moriot, ça m'a paru tout à fait naturel que d'accepter d'être membre du jury avec mes collègues qui sont à côté de moi. J'ai passé un excellent moment et je voudrais vous dire une chose, puisque chacun va prendre la parole ensuite, c'est que vous pouvez être fiers de vous. Vous pouvez être fiers de vous parce que ce soir, vous nous avez montré que vous aviez des personnalités différentes,
mais que tous, vous nous avez montré que vous étiez capables de faire face à la situation que l'on connaît. On sait ce que c'est quand on se lève, quand on sent le corps qui tremble, les jambes qui tremblent, les mains qui tremblent, quand on sent le rythme cardiaque qui s'accélère. On connaît ces sensations-là. Et pourtant, vous avez fait face. Et vous avez brillé chacune, à votre façon. Et pour cela, je vous remercie. Et je vous dis que vous pouvez être fiers de vous, mais surtout que vous devez être fiers de vous. Vous devez être fiers de qui vous êtes, d'où vous venez. Vous devez être fiers de votre université, de vos enseignants, de vos familles. Quand vous irez prendre la parole en public dans la capitale, vous devez et vous devrez être fiers d'être angevin. Je l'ai été pour mon plus grand plaisir. Quand vous irez prendre la parole à l'extérieur de la France, n'oubliez jamais que vous devez être fiers d'être français. Ce soir, je voulais vous dire bravo, continuez. Il y a forcément des obstacles qui vont se présenter. Chacune et chacun saura gérer la situation, garder la tête haute et continuer. Comme je le dis chaque semaine à mes étudiants, depuis 3 ans maintenant, le travail paye, l'entraînement paye. Mon éminent collègue, confrère, a écrit un bouquin que vous avez certainement toutes et tous lu. Moi, la première. La parole est un sport de combat. Oui, c'est vrai. Et c'est une boxeuse qui vous le dit. Mais n'oubliez pas une chose. Le plus important, ce n'est pas de taper fort. Le plus important, c'est d'apprendre à encaisser et de toujours avancer. Je vous remercie. Convaincre. Camille, Lola, Romain, Soline, Thomas, c'est l'ordre alphabétique, ne vous y trompez pas, je ne dévoile rien. Vous m'avez fait rêver, mais je vous en remercie. Vous avez du courage, vous avez de l'audace, vous avez des références et du fond. Et vous avez un avenir qui est tout tracé. Et la voie de l'éloquence ne vous sera jamais étrangère. Et ça, c'est formidable. Et vous avez une chance inouïe avec le vieux que je suis. C'est que, je le dis, la relève est assurée en mieux. Alors ça, c'est superbe. Malgré le trac, il y en a eu. Et en incarnant vos sujets. Merci. Et, chers amis, mes camarades m'ont laissé la plus lourde tâche, c'est-à-dire celle de vous classer, avec évidemment tout l'arbitraire que cela revêt. C'est notre décision de ce soir, pour nous. Elle aurait pu être différente un autre soir avec d'autres jurys, et je veux donc dire à ceux qui ne seront pas sur ce podium que ça ne dit rien de définitif, que ça ne dit rien d'eux-mêmes, que ça ne dit rien de leurs capacités oratoires, que simplement on nous a demandé de faire un classement et que nous nous sommes pliés au desiderata de Mathieu et Muriot, car inévitablement on se plie au desiderata de Mathieu et Muriot. J'ai été très sensible aux mots qu'il a eu à mon égard. Mathieu a été mon stagiaire et très curieusement il est malgré tout devenu mon ami. Comme quoi, entre le professionnel et le personnel, il y a des passerelles mystérieuses qui font que ce jeune homme assez classique, chasseur au parcours à l'université catholique, peut aussi, avec la dernière ardeur du monde, défendre des réfugiés rwandais, ce qu'il a fait avec moi, et s'indigner de l'injustice qu'il leur est faite parce qu'on leur refuse le statut de réfugié. C'est ça qui est merveilleux. C'est que le droit balaye toutes les apparences pour aller derrière le tréfonds de l'humanité. Et c'est ce que Mathieu a révélé. Et je n'avais que des a priori à son égard. Et il m'a montré à quel point les a priori étaient idiots. Et que derrière
ce jeune homme classique et bien coiffé. Il y avait un ardent défenseur des libertés fondamentales, ce qui est évidemment la vocation de l'avocat qu'il sera et du jeune homme qu'il est déjà. Je suis évidemment très touché de vous avoir écouté tous avec mes camarades du jury parce que, évidemment, l'éloquence c'est d'abord aussi, comme le droit, une affaire d'humanité. Vous avez su nous réunir physiquement. Et on sait très bien que les moments où on ne peut se réunir physiquement sont de plus en plus rares. Et avoir réservé ce petit espace enchanté, cette petite parenthèse délicieuse dans des cours en Zoom pour se parler, pour se dire les choses des yeux dans les yeux. Quel bonheur, même avec des masques malgré tout. Et Stéphane, vous le disiez, à quel point les émotions ont du mal à masser, malgré tout, c'est encore un petit peu de quelque chose qui nous reste pour se dire les choses véritablement dans l'instant où nous les disons, sans ce petit carré qui nous enferme depuis quelques mois dans des zooms aseptisés. Et on a eu, je vous le dis, un bonheur infini à vous écouter parce que il y avait cette humanité vibrante, il y avait cette jeunesse talentueuse qui était là et véritablement merci pour ce cadeau que vous nous avez offert parce que finalement vous n'êtes pas obligé de le faire, vous faites ça en dehors de vos TD, vous faites ça en dehors de vos engagements associatifs parce que vous aussi vous aimez les mots, vous aimez la parole, parce que vous vous préparez aussi bien sûr à des métiers de parole, que ce soit la magistrature, que ce soit le théâtre peut-être, que ce soit l'avocature, que ce soit le professorat. Que sais-je, mais les métiers des droits et du droit sont toujours des métiers de parole parce que c'est à travers la parole que le droit cesse d'être simplement une technique à rire pour devenir un substrat humain qui ne peut passer que par les émotions du verbe. Donc merci infiniment pour cela et encore une fois, je vais vous dire notre décision avec tout ce qu'elle a de contingent, mais nous ne pouvions pas faire autrement. Donc, je veux vous dire à quel point j'ai beaucoup raté le concours d'éloquence. Et ceux qui ne seront pas primés sont mes frères, mes sœurs peut-être. Et finalement, rien n'est perdu. Donc, voilà, que les gagnants ne soient pas trop heureux, même si ils seront évidemment heureux, ils mériteront d'être, que ceux qui ne seront pas vainqueurs ne soient pas trop tristes, parce que, encore une fois, vous avez déjà surmonté. Et quand je dis surmonter, vraiment, je veux dire surmonter cette difficulté à parler. La différence, elle se fait entre ceux qui ont osé et ceux qui n'ont pas osé. Et vous avez osé, et vous vous êtes tous battus, y compris quand c'était difficile. Parce qu'à certains moments, ne nous mentons pas, c'était difficile, et vous êtes allés au bout. Parce que vous ne vouliez pas perdre la face, parce que vous aviez préparé ce sujet, et que vous vouliez aller le porter jusqu'au tréfonds de vous-même. Et rien que pour cela, pour être allé au bout, c'est vrai, dans un environnement qui est difficile, avec des conditions matérielles qui sont complexes, et bien vous vous êtes battu avec votre texte, vous êtes battu avec vos mots, et vous êtes allé au bout, et de cela, je suis très touché. Parce que je me suis reconnu dans des fragilités que nous avons vues aussi défiler devant nous. Et donc, je vais donner 3, 2, 1 dans un ordre de suspense insoutenable. Sachant que les 3 et 2 ont ceci de commun avec le 5 et 4, c'est-à-dire qu'ils ne gagnent rien. Parce que Mathieu est généreux de son amitié, mais que de cela. Mais donc le 3e prix, le 3e prix, et donc salue une jeune fille. Salut une jeune fille qui nous a avoué aimer faire la grasse matinée jusqu'à 14h au lieu d'assister aux cours magistraux. Et là, ma consorte au Gourdeau s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette étudiante? Je vous dis, elle n'a pas voté pour vous. En plus, ça a été votre étudiante, donc elle s'est reconnue, elle s'est dit, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle ose préférer le lapin de Pâques aux arrêts d'Anne, Dole et Laurent, qui se disaient filles galantes, comme chacun sait, sur le port? Et donc le 3e prix est attribué à Soline Pré. Et le 2e prix est attribué à un garçon amusant, un peu barré,
imagination, par la richesse de sa personnalité, par son dévoilement, par son élégance, par son inventivité narrative, a su, tout au long de ce discours, semer et faire éclore de très belles fleurs. C'est Romain Lecomte. Et le premier prix, c'est quelqu'un qui aime les mots, de toute évidence, qui a une sensibilité tout à fait particulière, un peu écorchée, un peu à l'emporte-pièce, et j'adore ça. Et c'est quelqu'un qui aime les mots et qui aime faire rimer les mots, de toute évidence. C'est une parole sublime, une parole intime, une parole simplissime, une parole parfois au bord de la lime, une parole étonnante, une parole surprenante, une parole déroutante, une parole virevoltante, une parole belle, sensuelle, charnelle, intellectuelle, celle de Lola Morel. Eh bien, au nom du jury, du trophée du meilleur orateur de ce concours d'éloquence 2021, c'est à moi qu'on vient le privilège de vous remettre ce trophée. Bravo. Le concours d'éloquence touche à sa fin. Merci infiniment à toutes celles et ceux qui ont participé. Merci infiniment aux jurés qui ont accepté de trancher. Merci aux orateurs qui ont accepté de se livrer. Félicitations à tous. Ça a été véritablement un plaisir pour l'association Géloquence d'organiser cet événement et que de vous avoir réunis autour de ce qui nous unit, la parole. Merci infiniment et à très bientôt.